La dilettante, mon petit doigt m'a dit, pleure pas la bouche pleine, les ozos, des classiques du cinéma français. Pascal Thomas, on l'adore. Vous avez des souvenirs en pagaille, cher Pascal Thomas. Vous les publiez chez Séguier, un livre qui a obtenu le prix Transfuge du meilleur livre de cinéma. On va parler de votre cinéma. C'est un cinéma, comment on pourrait dire, j'allais presque dire champêtre. Vous n'y êtes pas d'ailleurs, quelque chose comme ça, hein? J'aime beaucoup tourner à la campagne. J'aime pas trop tourner à Paris. Oui. Il y a des raisons que vous devinez, il y a trop d'encombrements, etc. Et puis comme j'ai grandi à la campagne, mes parents sont paysans. D'un côté, il y a le Berry, de l'autre côté, il y a le Poitou. Donc j'ai aimé retrouver les paysages de mon enfance et les filmer. Oui. Dans Pleure pas la bouche pleine, le lieu principal où Carmet fait le menuisier, c'est la maison de famille. Oui, alors là, voilà, ce livre, il est là, c'est plein de souvenirs, plein de rencontres. Votre dernier film, c'est ce voyage en pyjama. C'est incroyable, on va voir des images. Votre comédien principal, c'est un peu un résumé de ce que vous faites depuis si longtemps et si bien, et qui nous touche autant. Votre personnage qui traverse cette France rurale comme ça, et qui va rencontrer comme ça des choses qui vont lui rappeler des souvenirs. Oui, peut-être que ça. Je rappelle les bonheurs du passé en espérant qu'ils sont encore là, puisqu'on les a filmés au présent, on a filmé au présent, même si c'est tourné vers le passé. Mais dès mon premier film, c'était tourné vers le passé, puisque comme je parlais de mes histoires de collège, forcément, c'était vers le passé. Et ça a toujours été comme ça. Et il y a des tas de raisons aussi, parce que j'aime pas trop certaines maisons qui sont construites aujourd'hui, et hier encore, des choses trop, à mon avis, trop inconfortable, vilaine, moderne, sur les vêtements, il n'y a pas je me suis aperçu, on me l'a fait remarquer d'abord, que dans le film qui vient d'être réalisé, il n'y a pas de téléphone portable. Oui, oui. Regardez Pascal, quelques instants. On n'aime jamais trop. Allez, à Jacques Test. Jeunesse. Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière. C'est un peu ce que je fais en ce moment. Oui, c'est ça, hein, la vie, c'est comme un bouchon à la surface de la rivière. Ça, c'est vous, hein? Non, non, c'est Renoir. C'est une phrase que nous avait dit Renoir, avenue Frochot. On avait été le voir avec Jacques Rosier. Bon, et puis j'avais retenu cette phrase que son père avait dite. C'était une phrase en fait d'Auguste Renoir que Jean Renoir nous avait répété. Voilà, en effet, il faut que la vie soit qu'on suive les mouvements et puis qu'on s'y accorde et puis qu'on ne se noie pas. Voilà, Oui, c'était oui. l'idée quand même. Il y a beaucoup de vous dans ce livre, hein, dans le cinéma. Vous dites la projection, c'est l'âme, la respiration d'un film en 24 images secondes. Au fond, le rêve d'être dans une salle de cinéma. Oui, ah bah oui. Moi, j'ai vu à peu près 20 000 films, hein. Quand j'étais cinéphile, d'abord j'ai commencé avec ma cousine Louise, quand mon père est mort. Donc j'étais entre ma mère et cette cousine Louise, qui d'ailleurs avait eu de mon père un enfant. Bon, un type très sympathique. Cousine, enfin, elle était mariée à un de ses cousins. Et d'ailleurs, quand je présentais ce garçon, j'ai dit Michel, mon cousin, un vrai frère. C'était pour m'amuser, etc. Bon. Et cette cousine Louise m'amenait beaucoup au cinéma. On allait voir que des westerns au Texas, dans les cinémas de Montparnasse. Et donc, elle m'a donné le goût de ces films-là, qui en fait, quand j'ai vu plus tard, c'était des films de Walsh, des films de Hawks, des films de Tourneur. Et j'ai même en tête encore certaines phrases, comme dans les aventures du capitaine Wyatt, il y a l'Indien, parce qu'on voyait ça en version française, l'Indien qui dit « Wyatt, tu vas mourir », j'ai encore le chant, on peut dire, de cette réplique en tête. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après, je suis devenu cinéphile, et je faisais partie des McMahoniens. Enfin, McMahonien, c'est le cinéma McMahon à Paris, hein? Voilà, j'étais un peu en retrait, parce que j'étais trop jeune, ils étaient plus âgés que moi. Et puis après, bon, j'ai vu des films, je suis devenu journaliste, j'ai eu à faire beaucoup d'articles sur les gens qui faisaient des films, voilà, c'est comme ça. Oui, et alors, vous devenez cinéaste. La Cinémathèque, j'allais dire, enfin, vous a rendu hommage. On va voir d'ailleurs des images qui ont été montées par la Cinémathèque, des images comme ça, glanées dans vos films. Pascal Thomas, c'est évidemment des souvenirs et des choses très fortes que de revoir ces films-là, ce parcours, cette œuvre qui est la vôtre. Pour vous? Moi, j'évite de regarder tout ça, mais c'est gentil. Ben là, c'est mon fils qui danse avec Ménez. C'est Daniel Secaldi, Daniel avec qui Secaldi, vous avez ouais. beaucoup travaillé. Là, on voit des images. Tenez, regardez quelques instants, comme ça, les images, l'univers de Pascal Thomas.
quando meno l'aspetti, è lui che busserà, non si piange con la bocca piena. Non si sei più bella e il resto poi verrà, vedrai che poi verrà. Aussi, t'as la tristesse post-scriptum. Quoi? Mais la tristesse post-scriptum? Ça, ce sont de vos dialogues. Hein. Oui, c'est amusant. C'est Oui. vrai, les dialogues. Alors, Bernard Ménez, Oui. c'est Rosier qui le révelle. Oui, Votre copain Jacques qui le Rosier. découvre, qui veut tourner avec lui, et qui lui propose un. Et à l'époque, il était prof de maths, Ménez, il devait partir au Canada, et puis bien que le scénario n'ait pas été écrit, Ménez a accepté de rester. Il est devenu le personnage principal du côté d'Orwell. Et Rosier, étant fou à monter ses films, il se trouve que le film que j'ai fait ensuite avec lui, j'avais demandé à Rosier, bien sûr, la permission de prendre Ménez, parce que je voulais un acteur beau, etc., comme Cary Grant, mais toutes les scènes que je répétais avec Annie Collet, elles devenaient stupides de voir ce beau garçon. Donc le fait de choisir Ménez, ça veut dire que c'est une certaine forme d'esprit, vous voyez. On ne s'accorde pas aux conventions. Donc j'ai pu écrire ce film. Mon séducteur était Ménez, hein, voilà. Oui, oui. Un homme amusant. Oui, alors évidemment, ça va s'appeler Pleure pas la bouche pleine. Oui. Ça devait porter un autre titre. Vous aviez l'idée d'un autre titre? Que j'avais commencé un film que je ne trouvais pas bien, qu'on avait arrêté au bout de 4 semaines de tournage, ma volonté, etc. Et Claude Berry, qui repère, c'est un film qui se passait à la fois l'hiver et l'été. On avait tourné les 4 semaines d'hiver. On allait repérer, j'étais parti avec Claude, une amie, et repérer chez moi, dans le Poitou. Et en venant vers Paris, il me dit, est-ce que tu as l'idée d'un troisième film? Et je lui raconte un peu l'histoire d'une éducation sentimentale d'une jeune fille. Il dit au chauffeur, arrête la voiture là. J'étais du côté de Tours. Il dit, Pascal, ça ne sera pas ton troisième film, ça sera ton deuxième film. Tu reviens avec 30 pages, etc. J'étais très content parce que je n'aimais pas du tout l'équipe avec laquelle je m'étais engagé. Donc j'ai écrit ces 30 pages, je sais pas, en 2 jours, 2 nuits. Et j'avais titré Promenade champêtre avec une jeune fille de bonne famille dont les rougeurs délicates trahissent légèrement les mois profonds. Ce qui était amusant parce que c'était le caractère du film, mais en même temps, c'était bien sûr trop long. Et c'est devenu une des répliques du film qu'on dit chez moi, dans le Poitou. Pleure pas la bouche, on pleure pas la bouche pleine. On va voir des images donc, de ce film qui marque quelque chose de votre cinéma. Alors on dit, au fond, et d'ailleurs ça vous agace un peu, on dit c'est cinéma du réel, c'est un cinéma naturaliste, c'est quoi hein? Je ne sais pas, je ne peux pas donner de définition. J'ai fait attention à ce que les gens soient le plus juste possible, qu'il n'y ait pas d'effets théâtraux, sauf si jamais c'est nécessaire à la scène, mais il y en a peu. Être dans les décors qu'on voit, des plans séquences, ça vient de la leçon des grands Américains, sans arriver à leur niveau. Hein. Mais donc il faut qu'on voit les choses. Dans Pleure pas ou dans Les Oiseaux, je crois qu'il n'y a pratiquement pas de gros plans non plus. Vous voyez, il n'y a pas de trucage comme ça. On voit là, c'est des plans séquences, Oui. C'est au fond, vous dites, le cinéma, hein, c'est, à la différence de la littérature, je vous cite, la littérature, c'est l'art de l'illusion, Oui. et vous dites, le cinéma, c'est l'art du concret. Absolument. C'est pour ça que je ne crois pas du tout au scénario. Tous les films sont déterminés maintenant sur le scénario, etc. L'idée de l'histoire suffit, mais le scénario, non. Si vous voulez, on va faire... Chacun a son idée. Une interview à la télévision, et qui est qui? Voilà. On a l'intervieweur qui n'a pas de cheveux, l'interviewé qui en a trop, etc. Il bafouille. Bon, chacun va avoir le concret. Bon, donc on peut écrire ce qu'on veut, mais c'est bien sûr le choix des hommes, des lieux, des femmes, des habits, des dialogues qui fait le film. Ouais. Et le rythme après du montage. On va entendre la musique hein, de Pleure pas la bouche pleine, Vladimir Cosma.
qui écrit quelques-unes de vos premières musiques de films. Oui. Qui est, dont vous dites d'ailleurs à un moment, il faut quand même le dire, vous allez découvrir qu'il va co-signer certaines de ses musiques avec sa maman décédée 7 ans plus tôt. Ouais, enfin, une des musiques d'un de mes films, oui. Il est comme ça. Oui. N'en ajoutons pas. C'est-à-dire Non. Vous savez, mon père... bon, je peux faire des remarques, mais mon père nous avait amenés, comme dans les gens du Poitou, enfin de Saint-Chartres, c'était pas loin d'Oradour-sur-Glane, où c'est ces horreurs. Et entre autres, dans notre vie, on a adopté un gamin dont les parents avaient été déportés, Daniel Lebowitz, à qui j'ai donné ce nom d'ailleurs, un des personnages de mes films. C'est un cousin maintenant, et c'est un cousin, il est considéré comme tel. Et donc, les parents étaient partis en concentration, c'était devenu un membre de la famille. Et ensuite, quand notre père nous avait amenés à Oradour-sur-Glane, où s'étaient passées toutes ces horreurs. Vous voyez, toutes ces horreurs, un bataillon allemand qui avait massacré tout le monde, etc. Donc, il nous avait montré ça, comme souvent les gens du Poitou, de chez moi, le montraient à leurs enfants pour qu'ils considèrent que j'avais pu être cette horrible guerre. Et en sortant, j'ai encore la voix de mon père qui me dit « Tu entends, Pascal, il ne faut jamais dénoncer, jamais dénoncer, jamais dénoncer. » Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une phrase qui résonne bizarrement, curieusement, désespérément à mes oreilles. Oui. Parce que quand même, on est dans une période de dénonciation absolue. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Écoutez, Vous qui êtes journaliste, vous avez remarqué ça, que les gens dénoncent vous avez beaucoup? été journaliste. Oui, mais je ne dénonçais pas. Je pouvais me moquer, je pouvais dire les choses telles quelles. Mais jamais dire ce que certains peuvent écrire dans des journaux à la mode. Oui. Vous faites votre premier court-métrage, il passe en première partie de Le Dernier Tango à Paris. Oui. Et ça vous sert, ça? Ah oui, oui, parce que, comme toujours... Dernier Tango à Paris, qui est un film sulfureux. Avec Marlon sulfureux, Brando. donc il y a les pour, les contre, et les contre disaient, vous voyez le court-métrage, vous avez votre spectacle, et vous pouvez sortir de cette horreur, on dit quelques-uns, comme souvent les journalistes, ils disaient bon. Donc ça a été un avantage pour le film ensuite que j'avais fait, qui était Les Oiseaux. Oui, donc après vous arrivez avec Les Oiseaux, et alors là on vous dit non mais zéro. D'abord, votre truc, ça marchera pas. Les Oiseaux, c'est pas un bon titre. Ouais. C'est Berry qui vous propose ça, Les Oiseaux non, ça s'appelait Frédéric et François sur plusieurs coups à la fois. C'était produit par Albina Dubois-Auvray. Comme j'avais beaucoup changé, j'avais trouvé ma méthode, si vous voulez. Normalement, il y avait un personnage, c'était un film autobiographique. Donc le personnage, il est, comme je pensais être, bon élève, dragueur, commerçant, parce que j'achetais des choses, des produits au PX, à la base américaine que je revendais, tout ça. Et donc j'avais tout ça sur un même personnage, plus je voulais qu'il soit beau. Comme je ne suis pas beau, je voulais qu'il soit beau. Donc j'avais trouvé quelqu'un de pas trop mal. Et puis la première scène, c'était une scène de flirt. Les garçons et les filles se retrouvaient au stade, donc là, la mixité se retrouvait. Donc le type flirtait avec une fille dans un souterrain, un couloir souterrain qui menait au stade. Mais il a aussi dit, allez-y, embrassez-vous. Le gars pétrissait la fille. Il dit, non, tu caresses. Il pétrissait. Mais je me suis bien su que mon séducteur ne pouvait pas être le séducteur. Donc j'ai gardé quelqu'un d'autre et j'ai donné à tous les élèves qui avaient été engagés une caractéristique selon leur caractère, bien sûr. Et à partir de là, un film a été fait, un autre que celui du scénario. Le concret est arrivé et on a fait ce qui est devenu une autobiographie collective. Et à mon avis, de certaines personnes qui ont fait des commentaires sur le film, à mon avis maintenant, mais bon, il a fallu que je le dise chez les autres, c'est devenu une autobiographie collective. Et c'est pour ça que le film a marché. Oui, mais personne n'y croyait. Votre film va rester sur l'étagère pendant quoi, 1 an? Oui, 1 an, oui. Mais j'ai eu ça aussi pour Agatha Christie. Agatha Christie, quand j'ai fait Agatha, qui ne va pas faire ça, c'est vieillot, ces histoires de cette vieille, bon, tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, c'est Bang Bang, etc., c'est autre chose. Et ben non, ça a été... les gens ont été ravis de se retrouver avec le couple du Saunier-Fro, parce qu'il s'agissait aussi de... Je voulais faire un film, je n'avais fait que des films sur les enfants, les adolescents, les amours des premiers âges, et je voulais faire des adultes.
je trouvais que ce couple dans Agatha Christie me permettait de montrer un comportement amoureux d'adulte. Et Fro et Dussolier ont composé un couple parfait. Le couple, c'est très difficile à former au cinéma. Macaré a fait... Bon, c'est Laurel et Hardy, mais ils étaient séparés avant. Cary Grant, Ingrid Bergman, c'est très compliqué de faire des couples. Oui, oui. Vous aviez fait Ménez-Villeray. C'est un joli couple, hein. Oui. Vous l'avez fait, ça, hein? Oui, ça a été fait, oui. Ouais. C'est un court-métrage, c'était pour la télévision, c'est d'après une pièce de Labiche, un coup de rasoir. Un coup de rasoir, c'était amusant à faire, oui, très drôle. Oui. C'est vrai qu'un jour, Villeray, on va le dire, qui picolait pas mal, il a tout cassé sur le plateau. Ah oui, ça c'était sur un autre film, c'était pour... Attendez, je ne me rappelle plus. Vous en avez fait tellement, Pascal Thomas. Oui, bon, enfin, toujours est-il, il avait comme comédien quelqu'un qui n'avait jamais fait la comédie, Igor Laforrie. Et bon, le type jouait bien, mais il n'était pas acteur, il était lui-même. Et ça avait agacé Villeray à tel point qu'il avait tout cassé. Il s'était retrouvé il est sorti du plateau, il s'était retrouvé sous le camion de maquillage, d'ailleurs. Et bon, moi, j'avais été le consoler, j'étais allongé sous le camion. Il s'était cassé un poignet, mais le soir, il a quand même joué au théâtre. Il a eu une crise d'égo. Ouais, il pleurait, vous dites après. Il sanglotait. Ouais, il sanglotait. Je lui tapotais sur les joues en disant « Calme-toi, c'est pas grave, etc. » Tu vas voir. Ouais. On va voir, tiens, des extraits de La Dilettante, parmi tant de films, Pascal Thomas. Il faut dire que vous commencez, vous l'avez dit, journaliste, mais très vite, vous allez travailler pour le cinéma. Alors, vous allez travailler sur Paris Brûle-t-il, par exemple. Oui. J'ai fait c'est un copain qui était à la régie. J'ai aidé à la régie à porter des câbles, à porter des trucs. C'est pas travailler. Hein. Oui. Oui. Vous faites le vent dans les arbres dans notre film. Voilà. Oui, c'est ça. Et ça, vous en faites trop. Oui, j'en fais trop. On me dit mais c'est une tempête. On me dit fais du vent. Alors bon. Je m'agitais, et puis bon, on m'a calmé quand même. Ouais. La comtesse de Hong Kong, Chaplin, oui, donc vient vers vous. Oui. C'est assez... oui, Chaplin, bon, il était... Et on a pu bavarder gentiment. Qu'est-ce que je raconte dans le livre? Il vous fait la marche de Charlot devant vous. Oui, je vais demander s'ils avaient encore l'affaire. Et il l'a fait très très bien, bien sûr. Il a passé sa vie à faire la marche de Charlot après, quand il a pu tourner. John Ford, l'une de vos idoles, qui vient assister au défilé du 14 juillet et qui se retrouve complètement bourré. Oui, il se retrouve... il était complètement bourré, c'était Rician et Tavernier qui l'avait reçu. Et il voulait voir ce défilé. J'avais une tante qui habitait, qui travaillait chez, je crois que c'était L'Oréal, et on allait tout le temps voir le défilé du 14 juillet du balcon. Et donc j'avais dit à Rician et Tavernier, il y a un endroit très bien où il peut voir le défilé. Donc il avait un peu regardé en bas, il l'avait vu d'en haut, et voilà. Et il avait ramené complètement bourré, enfin au-delà du bourré. Et il avait couché, déshabillé, voilà. Il avait déshabillé John Ford dans un hôtel voisin. Oui. Alors, le chef opérateur, je crois, de Fellini, c'est Rotumo, c'est ça. Il vous donne un conseil, il dit, pour filmer un personnage dans sa profondeur, il faut surtout utiliser une focale de 300 mm. N'importe quel abruti devient alors un génie quand on le filme comme ça. Et d'ailleurs, et là, vous ajoutez dans le livre ce qui devait servir Claude Sautet pour filmer Yves Montand. Voilà. Vous voulez dire quoi par là? Il était abruti. Qui était abruti? Yves Montand. Yves Montand était abruti. C'était un vaniteux, un sot. Une fois, j'ai écrit un papier sur lui dans Elle. J'avais commencé par Yves Montand Sévin. Yves Montand Sévin. Il avait fait un cirque en disant, mais il dit que je suis prétentieux, c'est quoi ce petit con? Bon, voilà. Oui, une interview de Nabokov. Nabokov, l'auteur de Lolita. Voilà, j'avais été très, très bien reçu à Montreux. Il voulait habiter, bon, sa femme était là, etc. Et c'était le début des magnétophones. Donc je m'étais dit, Nabokov, quand même, il ne faut rien perdre de Nabokov. Donc il m'avait même amené sur un télésiège, il avait fait semblant de chasser le papillon, etc. Interview, une conversation qui a duré vraiment, pas une après-midi entière, mais beaucoup de moments d'une après-midi. Je rentre à l'hôtel, plus rien. J'avais pas su charger le truc.
Rien, mais les bobines passaient, j'avais changé de bobine, j'avais 4-5 bobines, et rien n'était imprimé, enfin, enregistré. Bon, alors j'essaie, quand on n'enregistre pas, on ne se rappelle pas ce que les gens vous ont raconté. Enfin, j'essaie de me rappeler, je fais quand même le papier. Des années plus tard, j'ai un écho, quand je vois Nabokov chez Pivot. Et d'abord, dans son livre de mémoire, de souvenirs, où il dit qu'il y a un journaliste qui avait raconté n'importe quoi, mais sans le nommer. Bon. Et à partir de là, il avait décidé, pour toutes les interviews, qu'on lui écrive les questions posées, il répondait, il relisait ses réponses. Et c'est ce qu'il avait fait chez Pivot, qui s'en étonnait. Oui. Moi, je savais l'origine de ça. Je ne m'en suis pas inventé. Aujourd'hui, je le raconte, mais bon. Oui, c'est encore votre faute. Hein. Mais alors, tiens, en 1968, vous croisez Louis Malle. Il arrive haletant. Je ne sais pas, dans un café, je crois, et il dit il nous faut un mort pour relancer le combat. Non, enfin, c'est pas exactement ça, mais donc moi je voyais beaucoup René, et par ironie, etc., on s'amusait à chanter la Royale. Quand il chantait Maurice René, quand il chantait l'Internationale. Et on se retrouve avec René au rez-de-chaussée de chez Castel, qui est quand même resté ouvert pendant les manifestations, et on voit arriver Louis Malle, quand même un fils Seguin, un type fortuné. Il arrive pieds nus, tiens, un mec, et on savait qu'il défilait pour la Révolution, le bonhomme, et à venir. Et il fait, maintenant il nous faut un mort. René lui dit, attends, répète ça. Il nous faut un mort. Tu ne le répètes pas, hein, parce que il le répète, il décide de sortir. Pof, pof, René l'étale, et puis on n'a plus parlé du mort. Mais bon, de toute façon, il y a eu un mort en 68, parce qu'il y avait un préfet qui était un type formidable, Grimaud, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il y a eu, le seul mort qu'il y a eu, c'est un noyé. Oui. Bon, donc il dit qu'il faut un mort pour relancer le combat. Oui. Et il y a Maurice René qui lui dit tu dois maintenant commencer, on commence avec toi. Voilà. Hein, et là, on entend Ionesco qui hurle. Ah non, c'est ailleurs. Là, je suis avec Topor. À la terrasse de Gallimard, qui hurle, huissier, non, il dit notaire, vous finirez tous notaire. Oui, on avait passé un moment avec Ionesco, avec Topor, ils étaient très amis. Là encore, c'est des histoires d'ivrogne, hein, si vous voulez, de type qui n'avait pas bu que de l'eau. Et on se retrouve avec Topor au Courrier de Lyon, un bistrot qui s'appelait comme ça, rue du Bac. Et d'un coup, il y a toute une agitation, on nous dit on y va. Et on retrouve Ionesco avec Topor, en haut de chez Gallimard, qui hurle sur les manifestants qui étaient arrivés là, pour protester contre Gallimard, édition bourgeoise, enfin je ne sais pas trop quoi. Et en disant... Et bon, ils protestaient et Ionesco leur hurle dessus, notaire, vous finirez notaire. Ils ont fini publicitaire. Oui. Et ça, vous en racontez là-dedans. Tiens, publicitaire. Vous avez failli finir publicitaire, Pascal Thomas. Tenez, regardez, on a un document là, comme ça. Regardez ces images. Dany, tourné en Afrique du Sud, en hiver. Oui, voilà. Ça, c'est ça le grand cinéaste. Vous faites ça, c'est quoi? C'est alimentaire. Oui, c'est très alimentaire. J'en ai fait beaucoup. Le milieu du cinéma me plaisait moins. Je suis un littéraire. Il y a des choses qui me déplaisaient dans ce milieu, voilà. Et puis à l'époque, j'avais commencé une collection de manuscrits d'auteurs que j'aimais, des manuscrits inachevés de Feydeau, de Borges, des gens comme ça, de Labiche, de Paul Morand, de Maupassant, bon, plein. Et donc ça me permettait d'acheter ces manuscrits et de ne pas être dans un milieu de film avec des gens qui parlent de je ne sais pas trop quoi, bon, comme moi, voilà, maintenant. Et donc j'ai pu faire tous ces films publicitaires. On me laissait une grande liberté d'ailleurs. Là, par exemple, tous les plans ont été... Il s'agissait de tourner pour Dany. On avait été en Afrique du Sud parce que en Afrique du Sud, c'est comme le printemps dans une province française. Donc vous voyagez. Vous rencontrez, tenez, regardez, encore un autre document, vous rencontrez la maman d'un chanteur célèbre. Ah, ça j'ai adoré ça. La plus grande comédienne du monde. Du quartier. Pour plaire à son public, il faut être frais et plein d'ardeur, même si l'on porte un appareil dentaire. Et le secret, c'est de bien le nettoyer. Moi, pour nettoyer mon appareil dentaire, j'utilise Polydent. Seul Polydent double action à deux faces. Oui, personne ne voulait faire ce film. Oui. Personne. Moi, je prenais tout. Hein. J'avais pas puisqu'il s'agissait d'acheter des manuscrits. Elle est très, 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 très intelligente et très drôle.
vraiment. Et on est en train d'installer un plan. Elle adorait la pub. Je dis, ouais, j'adore la pub. On gagne du pognon, c'est bien, etc. Pour la pub, je montrerai. Bon, je dis mes fesses, mais c'était un autre mot utilisé. Et il y avait Renan Paulès, le chef opérateur, physique d'anglais, très type qui était aussi archéologue, etc. Il était sur une échelle, en train d'arranger une lumière. Il la regarde et il fait. Oui, on le maquille, mais j'ai dit la chose complètement, oui. Oui. Pour les films publicitaires, je me ferais filmer les fesses et on les maquille. Bon, j'ai raté mon histoire. Non, mais elle était adorable, non? Oui, formidable. Oui. C'est bon, j'ai raté l'histoire. Formidable comédienne. Non, vous l'avez très bien raconté, là. Par exemple, Mocky, lui, vous donnait des conseils pour faire des économies, hein, Jean-Pierre Mocky. Oui, j'avais montré mon premier court-métrage, le seul d'ailleurs, dans une projection avenue de Wagram, à côté d'ici. J'avais interviewé déjà, donc on se connaissait. Et il disait, bon, tu vas pas faire que le metteur en scène de court-métrage, tu vas faire des films, tu seras producteur. Moi, je vais te donner un conseil. Les gens veulent bouffer sur les films. Alors, voilà, si tu leur donnes, je sais pas, un steak frites, il faut te faire deux entrées, tant d'entrées pour le rembourser. Si tu as des plats plus raffinés, il faut faire 4 entrées. Tous aux œufs durs. Voilà. Et c'est le conseil qu'il avait donné aux producteurs futurs. Oui. C'est-à-dire qui, bien sûr, n'a pas. C'est les techniciens aux œufs durs, au contraire. Oui. Un jour, vous croisez, vous dites une grande prêtresse de la critique cinématographique à Télérama, qui n'aime pas vraiment vos films. Qui n'aime pas du tout. Et elle vous reproche que ce n'est pas assez métaphysique. Il n'y a pas assez de métaphysique dans votre cinéma. Voilà, c'est ça. Alors vous lui répondez quoi? Je lui dis, écoutez, j'essaierai d'écouter vos conseils. Et au film suivant, je dis, je la vois arriver. À l'époque, les journalistes pouvaient être reçus par le metteur en scène, etc., ou l'équipe. Et j'ai dit, écoutez, j'ai écouté vos conseils, vous verrez, il y a une scène métaphysique, un caractère métaphysique. Il y a des enfants avec une longue pelle, une pelle à long manche, vous verrez, ils se retrouvent dans la nature avec ça. Bon. Et elle est sortie furieuse, pourquoi? Parce que la scène à caractère métaphysique, c'était, comme vous savez, dans les maisons, le film se passe à la campagne, en vacances, et dans les maisons de vacances, il y a toujours des toilettes bouchées. Et c'est Ménès qui va dans la nature, et c'est les enfants qui récupèrent ce que Ménès fait dans la nature. Donc, et ils regardent, ça a disparu. Évidemment, c'est une angoisse à caractère métaphysique. On ne peut pas trouver autre chose. D'ailleurs, Piala le signalait aussi. Et quand elle a vu ça, elle est sortie hors d'elle en disant « toute ma gueule ». Oui. Et Piala, il vous dit quoi, Maurice Piala, là-dessus? Là-dessus, il dit, c'est une des scènes les plus drôles. Mais il y avait 6 à 7 minutes de fou rire dans la salle. Oui. Et De Funès riait beaucoup. Oui, c'était pour cette scène, oui. Et d'ailleurs, il m'avait proposé, après cette scène, on me dit qu'il avait eu ce début de crise cardiaque, là, bon, c'est une rumeur, je veux bien l'accepter, parce que c'est flatteur. Mais quand... il nous avait proposé de faire un film pour lui, avec Jacques Tourcel. On s'était penché là-dessus, on avait 2 scénarios. Un, c'était l'impresario, qui avait de mauvais acteurs, et il prenait la place des acteurs, il était très bon, etc. Puis un autre, c'était l'histoire policière, où il allait dans le passé, etc. Mais Fechner, son producteur, ne voulait pas nous payer. Et il dit, tu comprends, j'ai déjà eu des histoires. À chaque fois que Louis me propose de faire un scénario à des auteurs, je paye très cher. Et puis après, il ne veut pas tourner le film. Alors, vous écrivez le scénario, et puis après, vous serez payé de façon très avantageuse. Alors, on dit, d'accord, nous, on veut bien faire acte de scénariste, mais fait acte de producteur. Il ne l'a pas fait, donc on n'a pas fait le film avec De Funès, qui m'appelait tous les vendredis, et pendant 1 ou 2 mois, et puis ça ne s'est pas fait. Oui. Je regrette. Hein. Oui, c'est vrai que par exemple, Berry, quand vous faites Pleure pas la bouche pleine, il vous dit il faut absolument qu'il y ait des scènes de nu dans le film. Oui. Il faut déshabiller la comédienne principale, qui est pourtant très timide. Alors qu'est-ce que vous faites? Je ne le fais pas. Il insistait, c'était le début d'Emmanuel, il fallait des femmes nues, etc. Donc je ne le fais pas. Mais un jour, je lui dis, écoute, je l'appelle, je suis Claude, il dit, ça y est, bon, je t'ai écouté, il y a une scène de nu intégrale. Ah bon? Il va à Boulogne, on voyait les Roches à l'époque, avec Fechner aussi, pour d'autres personnes, tout son bureau. Il a rempli la salle. Et en fait, c'était quoi comme scène de nu? Dans le film, il y a une femme, une vieille dame qui agonise, qui meurt. Bon, et Carmen est menuisier. Et chez moi, les menuisiers habillent les morts, comme souvent. Bon, donc elle avait accepté, c'était Jeanne Pérez, qui avait 78 ans, elle avait accepté de jouer ce rôle en disant,
vous savez, Pascal, c'est la première fois que je fais un rôle de nu. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Je lui ai dit, mais quand même, il faut que vous me voyez. Bon, j'ai dit, d'accord, voyons. C'était très bien, vous êtes très belle, très bien. Vous êtes une femme, bon, comme, vous avez pris un peu d'âge, mais vous êtes magnifique. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, magnifique. Pour moi, les femmes, quelle que soit leur forme, leur poids, leur taille, la couleur de leurs yeux, elles sont belles, 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 belles. Donc, cette Jeanne Perret se retrouve nue sur le lit, immobile évidemment, avec Carmet et son assistant, un vrai menuisier, qui discute du temps qu'il fait, de son passé, parce que dans le rôle, c'est la maîtresse du père de Carmet dans le film, en passant. Et donc, Berry voit ça, il fait, bon, le con. Il a mis Jeanne Pérez à poil. Bon, et c'était Jeanne Pérez, qui était une très très bonne actrice, vous avez vu, dans beaucoup de films d'avant-guerre, etc. Ouais. Mais qui a été parfaite pour le film, aussi pas seulement dans ce rôle de nu. Oui, c'est vrai. Alors Jean Carmet, tiens un mot. C'est vrai qu'à un moment, Jean Carmet, il entend un vieux paysan qui s'assoit sur un banc pendant le tournage, qui était là, à côté du tournage, qui se détend. Et alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous donnez un caractère très particulier à mes films. Moi, j'ai lu tout ça. On est vraiment non, mais c'est dans le... Il y en a d'autres. Tout ça, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. On est quand même dans des régions que le cinéma visite peu. Bon, toujours est-il que Carmet, pendant le tournage, allait se promener dans le village, tout ça, le dimanche. Et puis, il sortait chez la cuisine, chez les paysans qui s'invitaient chez eux. Enfin, les gens étaient ravis de l'inviter. Bon, il se baladait. Puis un jour, on se retrouve là à Moncontour, et il y a un vieux paysan là qui est là et qui fait qui lance quelque chose d'énorme. En se détendant. Il se laisse aller, on va dire. Bien sûr, il laisse aller. Et c'est très bruyant. Et il dit, bon de là, je ne sais pas ce que j'ai là-dedans. Et là, Carmet me supplie. Il dit, tu me mets cette réplique. Il se met à genoux. Vous dites, il se met à genoux. Je veux avoir cette donc, réplique. je lui ai écrit une scène. J'ai écrit une scène de repas où, à la fin des repas, les gens se détendent, etc. Avec Secaldi, et il sort cette phrase. Et là, Secaldi improvise, parce qu'il ne voulait pas. Il y a quand même des petites batailles comme ça. Et il lui dit, tu me l'as retiré de la bouche. Il y avait une part d'improvisation. Oui. Un mot, Alphonse Boudard, magnifique écrivain. Vous allez vous rendre avec lui au chevet de Jean Gabin qui vient de mourir. Oui. Gisant. Oui. Vous le racontez, ça. C'était émouvant, j'imagine. Oui, c'était bouleversant, oui. Et Gabin était là avec sa coiffe de marin. Il avait mis du coton sous les paupières. Il avait des globes oculaires très, 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 très forts. Très forts. Bon, on était là, et puis... on se met dans la cour, c'était une clinique à Neuilly, et ils sont là, il y a Audiard, et Alphonse Boudard, et là, c'est Boudard ou Audiard, je ne me rappelle plus, on attend, et il y a un des deux dit, de toute façon, il n'a jamais été à l'heure, parlant de Gabin. Et Alain Delon était venu, parce qu'il avait vu quand il y avait dans l'immeuble face à cette clinique, des photographes, il y avait des téléobjectifs pour filmer, pour photographier. Et Delon avait vu dans ça, dit il faudrait que le cercle des amis de Jean fasse un cercle autour de lui pour le protéger des photographies, sur en quoi il avait raison. Voilà, c'est ce qui s'est fait. Oui, c'est émouvant parce que tout ça, ce sont des rencontres. Delon, vous en parliez à l'instant, vous l'avez interviewé parmi tant d'autres. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je vais faire un nouveau volume bientôt, là, d'ailleurs, de souvenirs de tout ça. J'ai Rossellini, j'ai tas de choses. Oui. Non, mais j'ai Rossellini, puis je prononce le mot encore, pour rester dans le même domaine. Rossellini, que j'avais connu par Fulcinioni, qui s'occupait de l'Institut italien à Paris. J'avais un ami, son fils était un copain de classe, donc on avait vu plusieurs fois Rossellini, on avait parlé, et puis j'avais évoqué l'idée de faire des films. Il m'a dit, c'est très simple, si tu veux faire des films, avec son accent, Rossellini, l'inventeur du néo-réalisme et tout ça, si tu veux faire des films, tu as une chose à faire, tu couches avec la femme du producteur. Voilà, un conseil de Rossellini. Oui, quel souvenir. Je disais, alors, vous avez interviewé Gene Kelly, les Stones, Mick Jagger. Oui. On a surtout parlé de son pantalon parce qu'il avait un pantalon marinette. Et je lui avais dit que c'était plus la mode, qu'il fallait qu'il change
Vous m'avez regardé comme ça. Vous dites souvent, vous vous intéressiez à des détails, vous n'écoutiez plus ce qui se passait. Oui. Vous regardiez le pantalon. Oui, non, mais on n'avait pas regardé. On avait fait une interview des Stones. Ouais. Je sais pas. Mais c'est les détails, les Beatles aussi. Les Beatles Oui. aussi, oui. Oui. Surtout Lennon, très, très intelligent. On avait parlé d'écrivains américains variés. Il était très... Plutôt, et anglais aussi, d'Ilan Thomas. Il aimait beaucoup Dylan Thomas. Ouais. Je veux dire que j'ai là un instant. Ouais. Ouais. Et c'est Fellini aussi. Interviewer Fellini, c'est quelque chose, non? Oui, Fellini, oui, c'était amusant aussi, oui. Bon, qu'est-ce que je pourrais raconter? Non, parce que c'est marrant parce que... Vous en avez Fellini- plein. C'est pas dans le bouquin, ça. Hergé. Oui. Hergé, là, évidemment. Ah, on a parlé de Lanning Claire, vous voyez, tout ça. Oui, non, mais voilà, c'était des interviews sérieuses. Mais Arletty, Samuel Beckett. Ah, et c'est- Beckett, on l'a beaucoup vu. Quelle chance. Avec Topor, c'était rue de Lambre, un bistrot de la rue de Lambre, dont le nom m'échappe à l'instant. C'est pas possible, là, nord-américain, anglais. Bon, toujours est-il que Beckett, on le voyait très souvent à Montparnasse, il était très, très ami avec Topor. Et il y a une chose émouvante, là, comme ça, je change de sujet, avec Beckett, qui était plus bavard qu'on pense. Hein, mais un jour, on sort de ce bistrot, je dois bien me rappeler son nom, c'est pas One Two Three, un nom comme ça. Il existe encore. Donc on sort des Topor, il y a je ne sais plus qui d'autre, Arabal peut-être, non peut-être pas Arabal. Et là, il y a un clochard dans la rue, vraiment un clochard à la Beckett. L'impression qu'il l'avait inventé, qu'il l'avait posé là, etc. Il nous arrête, on a continué notre marche, il nous arrête, et laissez-moi. Et il l'enjambe avec ses longues jambes, et j'ai eu l'impression que c'était comme une caresse à ce clochard à la Beckett. Et ça, c'était vraiment très émouvant. C'est un souvenir très émouvant, ça. Oui. Audiard, évidemment, on veut rencontrer Audiard. Oui. Je sais Il ne pas. parlait, Audiard ne m'a parlé que de Rimbaud. Hein. Ah oui. Ah oui, il était d'une culture absolue. Tous les poètes du 19e, il les récitait par cœur. Apollinaire, Oui. c'était un de ses dieux. François Mauriac, vous interviewez aussi. Mauriac, non, là, je l'ai vu. Je l'ai vu, Mauriac, je n'ai pas interviewé. Il était devant moi à la première d'Adamo. Il y avait une chansonnière, dont le nom m'échappe, là, qui faisait des parodies de discours de Gaulle. Et Mauriac, devant moi, fait « Sortez, madame! Sortez, madame! Taisez-vous! Taisez-vous !» Et finalement, elle a arrêté son truc, elle est sortie. Et il aimait beaucoup Adamo. Ça alimente votre cinéma, parce que c'est un cinéma de la vie. Tiens, Tino Rossi aussi, vous rencontrez Tino Rossi. Oui, mais encore, je me retrouve encore dans des histoires pas possibles. C'est vrai. Bon, je vais la raconter. Donc, Oui. il y en a d'autres, mais la plus amusante, c'est celle que vous me poussez à raconter. C'est donc un concert, il y avait il avait un pianiste, un gros monsieur, qui était assez connu, qui s'appelait Pierre Spears. Pierre Spears, vous avez connu ou pas? Oui, bien sûr. Donc, il fait son tour de chant et tout. Et puis, nous, on est en coulisses avec Uberto Guidotti, le photographe. Il y a Tino Rossi qui sort, qui se fait applaudir, qui vient vers nous. On était donc à côté du pianiste. Il fait « Monsieur Spears, venez ici ». Alors, l'autre se lève. Bon, vers Tino Rossi. « Monsieur Spears, on ne pète pas quand Monsieur Tino Rossi chante ». Excusez-moi de raconter encore des histoires de bas étage. Mais ça donne envie de mettre dans les films tout ça, non? Bon. Votre cinéma, sur la bande on va son. avoir encore des images de vos films. Oui. C'est votre cinéma, c'est la vie qui imbibe finalement la pellicule. Ça a toujours été ça. Hein. Ouais, j'espère. Pascal Thomas. Oui, c'est la vie que je retiens. Il faut que les gens soient vivants, soient eux-mêmes. C'est pour ça que je prends beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui ne sont pas des comédiens. Vous voyez, c'est leur caractère qui compte. Mais des comédiens aussi, j'essaie de masquer un peu ce qu'il peut y avoir de composé dans leur jeu. Ouais. Même si ils arrivent à feinter. Hein. Oui, mais une grande folie, une forme de liberté aussi. Je pense que vous avez connu Jodorowsky, vous parliez de Topor, Arabal. Oui. Il y a nécessairement une grande liberté dans le cinéma. Oui, Jodorowsky, on a participé à un de ses spectacles, avec Topor. On a envoyé des petits, pendant qu'ils se déshabillaient sur scène, je sais plus ce que. C'est un spectacle où les gens étaient tout nus. Oui, les femmes étaient nues, et lui s'était déshabillé, on lui rasait la tête, et puis il y a une femme qui était rasée,
qui était resté aussi ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est... les cheveux de Jodorowsky étaient collés sur le sexe de la femme, et inversement. Ouais, on collait les poils de la femme sur la tête de Jodorowsky. Ah oui. C'était le théâtre, comment on appelait ça? Je ne sais plus, ça avait un nom. C'était une forme de... Il y avait une espèce de folie dans cette époque, une folie créatrice. Oui. Et nous, on envoyait des bengalis. Aujourd'hui, ça serait pas très apprécié. Des bengalis sur les spectateurs. Or, les dames se levaient, les bourgeoises qui venaient là. C'était la très très bonne bourgeoisie qui regardait ces spectacles. Et alors, ils prenaient les moineaux, puis après, on leur envoyait des tortues, paf, des petites tortues. Elles étaient moins contentes. Oui. Quel univers que le vôtre, Pascal Thomas. Ça continue, je parlais tout à l'heure. C'est ce que j'ai vu. Hein, oui. Le voyage en pyjama, le dernier film. On va entendre à nouveau la musique évidemment, de Pleure pas la bouche pleine. Mais là, il y a des souvenirs incroyables dans ce livre qui est là, qui s'appelle Les souvenirs en pagaille. Oui. Il y en aura d'autres encore, il y en a plein d'autres. Oui, vous mettez que du Cosma, mais il y a d'autres musiciens. Hein. Reinhard Wagner. Oui, Reinhard Wagner, qui est un génie absolu. Et en plus, qui ne copie pas. Voilà. Ah bon, oulala, attention. J'ai rien dit. Mais vous avez toujours été ce trublion, vous le racontez aussi, parce qu'il y a des souvenirs d'enfance dans le bouquin. Vous faisiez des bêtises, vous étiez mis à la porte de l'école. Oui. C'est un peu votre truc, ça, d'être un garnement. Hein. Garnement, oui, sûrement. Moi, ça me va, ça. Je préfère un poète. Ah oui, non, pas poète. Je suis embarrassé quand les gens disent que les films sont poétiques. Je ne sais pas où. Je ne peux pas savoir où. Je les vois, je les ai bien de voir, mais je ne sais pas où. Oui, mais dans le naturel, on voit ces personnages. Surtout, les personnages féminins sont magnifiques dans votre cinéma. Je vous remercie, parce que la femme est belle. Hein. Oui. La femme est ce qu'il y a de plus beau au monde, à mon avis. Voilà, c'est le sexe fort. Oui, mais la vie, la nature, la campagne, avec tout ce qu'il y a derrière, une forme de sensualité aussi. Oui. Oui, si vous filmez les femmes, forcément, la sensualité est là. Hein. Oui. Pas l'érotisme, pas des... Enfin bon. Oui. Je me fais attention, je suis très retenu dans la représentation des couples. Oui. Et quand je disais tout à l'heure... Moi, je suis avec Catherine Faux, qui dans un film veut faire l'amour avec Dussolier, avec son mari, le Beresford. Elle est là, elle monte la chambre, il fait d'accord, on les retrouve dans la chambre. S'il devait se faire, c'est fait. Elle est là dans son lit, très, très, très contente. Un homme comme toi, il n'y en a pas deux, lui est en train de repasser la chemise. Et elle lui dit, lui, s'attend à un compliment sur son exploit physique. Elle dit, un homme qui repasse les chemises aussi bien que toi, je n'en connais pas. Voilà. Donc c'est ça c'est la drôlerie qui m'amuse plus que la représentation. Moi, je suis pas gêné, mais ça m'agace parce que quand il y a une scène d'amour, on sait comment ça se déroule, on sait comment ça va se terminer ou presque. Bon, on connaît toutes les fins. Donc, autant les éviter. Oui, mais l'histoire d'amour avec le public, parce que vos films ont fait des triomphes, faites partie de la vie des gens, de ceux qui aiment votre cinéma. C'est culte. Hein. Je disais tout à l'heure, enfin que la Cinémathèque vous a rendu hommage. Ouais, c'est important, ça aussi, pour vous, Pascal Thomas. Oui, c'est venu grâce à Frédéric Bonneau, à mon avis. Mais c'est venu. Ouais. Comme je suis un cinéaste sans prix, ça m'amusait de dire que je suis un cinéaste sans prix à tous les sens du mot. Mais puisque je n'avais jamais eu de prix après lesquels les gens courent, sauf ce prix de l'Académie française, qui m'a bien sûr plu, puisque ça venait de gens que j'appréciais, comme Déon, Vitou, etc. Aussi, je crois que Bernard de Valois y a été pour quelque chose, mais ça me plaît, vraiment, prix de l'Académie française, ça me va. Oui, vous êtes un peu un littéraire. Évidemment. Plus que littéraire. Oui. C'est ce que je racontais. Dans la littérature, il y a tout. Il y a les portraits, l'anecdote, le style, les mots. Les autos que vous avez. Oui. On en parlait beaucoup. Mais oui, on avait eu un projet de film sur les autos qui... ça s'appelait La jeunesse de Paul Léoto. C'était un film dont le projet avait été fait avec Jacques Lourcel, l'auteur de ce dictionnaire magnifique des films, et qui est essentiel pour qui veut connaître le cinéma, voyager, connaître les films. Hein. Et donc on avait eu ce projet-là qui avait été accepté par Xavier Larère. Et la jeunesse de Paul Léoto, c'est-à-dire qu'on se trouvait dans le milieu littéraire qui n'avait jamais été filmé de 1880 à 1910, date à laquelle Léoto se retire à Fontenay. Et bon, tout se passait bien, on avait préparé les films, et en plus, dans ce film, on avait
On pouvait voir Rémy de Gourmont jeune, Paul Valéry jeune, Léoto jeune, Pierre-Louis jeune. Enfin, tout ça, il y avait plein de scènes amusantes. Hein. On avait retenu la drôlerie de ces villas. Et manque de peau, Mitterrand est élu. Et il met Maud Moati comme directeur de télé. Évidemment, bon, ils doivent marquer leur arrivée. Ils virent tous les projets, dont celui-là. Après, j'ai vu Moati, j'ai dit, tu te rends compte, tu as retiré un projet où, pour la seule fois, on aurait parlé des milieux littéraires de la fin du 19e et du début du 20e. Il l'a regretté, il dit, oui, bah, tu comprends, j'obéissais. Bah. Oui. Et alors, quelques temps plus tard, on vous dit, non, votre film sur Léotard, ça n'intéressera pas. Non, c'est un autre. Après, c'était les producteurs. C'était un distributeur qui a dit, bon, bah, Léotard, qui ça peut intéresser. Oui, bon. Voilà. Tiens, allez, on va écouter de la musique encore une fois de ce film-là. Encore du Cosma, ça vous fait plaisir. Allez, au montage, vous allez pouvoir mettre Reinhard Wagner. Parce qu'il faut faire... Excusez-moi, j'ai donné un conseil donc, au monteur. Mais, hop, vous faites cette intervention-là, et puis hop, vous changez, vous mettez Wagner à la place de Wagner. Voilà, parce que dans ma vie, Wagner a effacé Cosma. Non, mais moi, je sais qu'un jour, vous allez avoir le prix d'honneur du Festival de Cannes. Non. Et vous l'aurez. C'est impossible. Pourquoi? C'est impossible. Ça n'a jamais été. J'ai eu des conflits avec Gilles Jacob. Avec Frémaux, c'était limite. Il est plus intelligent et moins vindicatif que Jacob. Non, mais j'étais agressif aussi. Hein. Je veux dire que j'ai mérité de ne pas être à Cannes. Ah oui, vous l'avez bien mérité. Mais le César du meilleur film, ça, vous pourriez l'avoir. Hein. César du meilleur, c'est impossible. Impossible. Je ne suis pas fou des Césars. Quand ça a été créé, j'ai été un peu négatif. Oui. Comme ça. Oui. Moqueur. Non, pas négatif, moqueur. Tiens, une dernière. Vous allez rencontrer Simone Signoret un jour. Oui. Hein, dans sa roulotte. Oui, je t'ai pas raconté déjà ça? Non. Vous allez voir qu'elle a mis son Oscar sur sa cheminée. Oui. Hein? J'arrive chez elle. C'était derrière la... C'est pas Place Dauphine? Oui, Place Dauphine. Oui, j'arrive chez elle, Place Dauphine. Bon, je rentre. Et puis, bon, elle avait voulu me voir parce que j'étais un peu vif dans certains articles. Elle voulait me voir. Et puis, elle me voit. Elle dit, oh, bah, vous êtes bien jeune. Elle pensait que j'avais 50 ans. Ben non. Et puis, bon, elle me laisse un moment. Et puis, je vais vers Champs-Élysées. Et puis, je regarde le César qu'elle avait eu. Elle dit, ah, ça vous déplaît, ça. Hein? Bon, pas du tout. Vous pensez que ça n'a rien fait? Si, mais écoutez, cet Oscar, le film est bon. Vous êtes parfait dedans. Je ne vois pas pourquoi... Ça n'a pas sa place ici. Ah bon, vous aimez ça? Vous aimez les chemins de vue? Bien sûr. Et puis après, on a picolé. Ouais. Picolé. Allez, mettez-nous du Vladimir Cosma pour embêter Pascal Thomas. Du Reinhard Wagner. Allez, ça s'appelle Pascal Thomas, des souvenirs en pagaille. C'était un grand plaisir, Pascal Thomas. Pour moi aussi, bien sûr. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Et de vous dire chapeau pour tout, pour ce cinéma formidable, culte. Merci. Qu'on aime tant, ces films qui nous ont marqués, qu'on revoit encore et encore. Merci encore. Merci Pascal Thomas. À bientôt peut-être, si j'en fais un autre.